Bonjour à tous, bienvenue sur Making History, la nouvelle chaîne de l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, pour cette première biostory, nous allons parler d'une femme qui a fait l'histoire de France et qui aujourd'hui encore reste connue de quasi tout le monde, que ce soit dans les salles de classe, les rues, les monuments ou autres. Je vais pas vous faire le coup du suspense, il suffit de lire le titre de cette vidéo. C'est Jeanne d'Arc, surnommée la pucelle d'Orléans, dont la biographie est loin d'être aussi vierge que son surnom le laisse présager. Née dans le village de Domrémy, renommé depuis Domrémy la Pucelle, le 6 janvier 1412, d'après des témoignages et ses déclarations à son procès, Jeanne est loin de l'image de pauvre bergère qu'on lui attribue. Elle est la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, laboureurs aisés, c'est-à-dire des paysans ayant les moyens d'entretenir un attelage de labour. Jeune fille ordinaire, rien ne la prédestine, à part peut-être sa forte piété, à être vue à partir de 1425 comme la réceptrice de foi divine, qui serait celle de Saint Michel, Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Ces voix lui auraient demandé de faire sacrer le roi de France à Reims et de chasser les Anglais. Pour rappel, Jeanne d'Arc, en 1425, a 13 ans. Elle est naturellement effrayée par la mission que ces voix veulent lui confier, ajoutant à ça que dans son esprit, en tant que fille, on ne la croirait pas. Finalement, en 1428, elle se confie à un proche de la famille, Durand Laxart, qui la conduit à Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. Celui-ci la rejette d'abord, mais plusieurs mois après, admiratif de la détermination de la jeune Jeanne, 17 ans tout juste, lui laisse l'octroi d'une épée et d'une escorte, composée notamment des écuyers Jean de Metz et de Bertrand de Poulengy, ainsi que du messager du roi, Jean Collet de Vienne. Mais heureusement, après avoir procédé à un exorcisme d'usage, bien entendu. La date de départ et d'arrivée à Chinon pose souvent débat. On sait que le voyage a duré 11 jours, mais on balance entre une arrivée le 23 février avec entretien avec Charles VII le 25 février et une arrivée le 6 mars. Ce qui est sûr, c'est que Jeanne arrive à prouver à Charles VII, alors roi au rabais, surnommé le Petit Roi de Bourges, humilié lors de la bataille des Harengs du 13 février 1429, alors que les Français, plus nombreux, perdent face à la garde d'un convoi de harengs destiné à nourrir les troupes anglaises, qu'elle est apte à libérer la France et à le faire couronner à Reims. La légende veut qu'elle ait réussi à reconnaître Charles VII, qui aurait tenté de se dissimuler parmi ses servants, une tactique que n'aurait pas renié la reine Amidala. Mais, malgré cette reconnaissance royale, elle est portée à l'examen de sa foi et de sa parole par une commission de théologiens à Poitiers. Ils sont chargés de juger si la foi de Jeanne est pure et si elle n'a pas de commerce avec le diable. En gros, des matrones au service de l'Église vérifient si elle est vierge. Une fois bénie par la commission, elle peut se rendre à Tours pour recevoir son équipement de capitaine banneré, ce qui signifie qu'elle peut porter sa propre bannière au combat, ce qui est un grand honneur. Sa bannière, confectionnée à Tours, est un symbole de son combat divin. Blanche, avec un Christ au jugement, un ange tenant une fleur de lys et l'inscription Jésus-Maria. Autre objet symbolique de son combat, son épée, que ses voix lui auraient indiqué comme étant enterrée derrière la chapelle de Sainte Catherine de Fierbois. Écrivant aux ecclésiastiques qui s'occupaient du lieu, ceux-ci trouvèrent l'épée et lui envoyèrent. Symboliquement, cette épée est décrite comme une épée avec 5 croix gravées, à l'instar de celle de Charles Martel. Vous voyez le lien symbolique de voir Jeanne affublée d'une telle épée ? Avant de revenir sur Jeanne, désormais guerrière à la mission divine, replongeons-nous dans la guerre dite de 100 ans. Elle a en fait duré 116 ans et des trêves l'ont souvent interrompue. Et pour cela, je vais tenter de vous résumer la guerre de 100 ans. Basiquement, la guerre de 100 ans est la prolongation de la vieille rivalité entre deux familles, Lannister et Targaryen. Oups. Entre les Plantagenets et les Capétiens. C'est la fin de la lignée capétienne en 1328 qui donne lieu à la reprise du conflit. Les Plantagenets, famille régnante d'Angleterre, étaient liés, comme souvent à l'époque, à la lignée capétienne, qui venait de s'éteindre avec la mort de Charles IV le Bel. Pas d'héritier mâle, alors la bataille de succession se joue entre d'un côté Édouard III d'Angleterre, qui tire sa légitimité du fait d'être le petit-fils de Philippe IV le Bel, dernier roi capétien direct, et de l'autre côté Philippe VI de Valois, petit-fils de Philippe III de France, qui était le père de Philippe IV le Bel. Il y en avait deux autres, mais c'était les cyclistes français du Tour de France, juste inscrits pour la gloire, certainement pas pour le titre. Du fait de la loi salique, qui permet de déterminer la succession monarchique en France, le trône aurait dû revenir à Édouard III, plus proche héritier du dernier roi direct, Philippe IV le Bel. En effet, les autres rois avaient été placés là
par l'approbation des États du royaume, se rapprochant du vieux système capétien d'élection royale, système abandonné depuis longtemps et ressorti au moment de la fragilisation du pouvoir royal, causé par le manque d'héritiers directs à la couronne. Mais la couronne revient à Philippe VI de Valois, jugé plus apte à régner car de France. En gros, Lot, c'est un Anglais et on n'en voulait pas. L'ayant déjà mauvaise, les Anglais fulminent quand en 1337, le roi de France confisque les territoires de Guyenne aux Plantagenets, possession anglaise depuis 1188. La guerre éclate. Ce territoire est source de conflits depuis longtemps, car le duc de Guyenne est de fait vassal du roi de France, et le roi d'Angleterre étant aussi duc de Guyenne, il est à la fois roi et vassal d'une nation jugée rivale, et cela amène d'épisodiques tensions. De 1337 à 1364, les Français subissent défaite sur défaite, même si l'on parle de guerre par procuration pour cette première phase du conflit. Les royaumes anglais et français manquent d'argent et ont d'abord soutenu les camps adverses de divers conflits locaux, souvent en faveur des Anglais. Puis la guerre commence véritablement, les Anglais étant en possession de force. Les émeutes populaires éclatent même en 1358 contre le pouvoir royal français. Toutefois, celui-ci reprend la main et les Français reprennent une majorité des territoires conquis par les Anglais entre 1369 et 1375. Ce qui consolide la victoire de Charles V et de son général, Du Guesclin, qui ont été les acteurs majeurs de la reprise en main de l'armée française. Mais son successeur, Charles VI, probablement atteint de démence, n'arrive pas à garder le pouvoir, et voit ses oncles s'accaparer le trône, et un schisme entre deux branches de la lignée des Valois, Armagnac et Bourguignon, provoque une guerre civile, où les Anglais, soutien des Bourguignons, en profitent pour revenir dans le conflit. La guerre est longue, le territoire est dominé en majorité par les Anglais, le pouvoir royal est brisé. Ensuite, quelques années après, vint Jeanne d'Arc. Le premier fait d'armes de Jeanne d'Arc est la reconquête de la ville d'Orléans en 1429. Avec un convoi de ravitaillement, elle vient à la rencontre de Jean de Dunois, commandant d'Orléans. Galvanisée par Jeanne et le ravitaillement, la population se joignit en milice à l'armée régulière, avec l'approbation de Jeanne face à un commandement quelque peu désemparé, pour reprendre les forts anglais qui entouraient la ville. Blessée lors de la prise d'un des forts, elle revient au front et galvanisa les troupes, permettant la conquête des forts de la rive sud, dont la perte amena les Anglais à lever le siège. Libératrice d'Orléans, elle gagna son surnom de Pucelle d'Orléans. Jeanne parvient ensuite à convaincre Charles VII de traverser le territoire bourguignon, allié des Anglais, pour aller se faire couronner à Reims. Le 17 juillet 1429, Charles VII est couronné roi de France par Renaud de Chartres, archevêque de Reims. Il est à noter que les symboles royaux, comme la couronne, le sceptre et le globe, n'étaient pas présents à la cérémonie, car détenus par les Anglais à Paris. Mais le symbole d'un sacre à Reims apparaît comme un symbole divin et légitime à Charles VII, qui subissait depuis des années les soupçons d'illégitimité et avait été déshérité par le traité de Troyes signé par son père Sénile et Dément. Le rôle de Jeanne d'Arc dans ses succès est souvent questionné. Elle oscille entre la chef de guerre tacticienne et le porte-étendard qui galvanise les troupes. Côté anglais, elle est vue comme une envoyée du diable et dépeinte comme la chef de guerre afin de minimiser les défaites anglaises, car celle-ci serait l'œuvre du diable et non à cause de leurs errements stratégiques. Après cela, Jeanne tente de lancer un assaut vers Paris, aux mains des Bourguignons, et échoue et se voit encore blessée. Charles VII interdit tout autre assaut sur la capitale à cause du manque de ressources et des dissensions internes. L'armée française est dissoute, Jeanne d'Arc prend la tête de sa propre troupe et ne représente plus le roi, qui l'a écarté probablement par jalousie. La popularité de Jeanne d'Arc grandissant à chaque ville traversée. Elle finit par tenter de briser le siège de Compiègne. Et c'est là que le 23 mai 1430, elle finit capturée par les Bourguignons. Elle tente de s'évader 2 fois, dont une fois en sautant par la fenêtre du château de Beaurevoir, dans l'Aisne, où elle se blesse sérieusement. Finalement, Jean de Luxembourg, qui la détenait, décide de la vendre le 21 novembre 1430 pour 10 000 livres tournois, une somme payée par la ville de Rouen, possession anglaise. Elle échoue sous la férule de l'évêque Pierre Cochon, évêque de Beauvais et soutien des Anglais. Enfermée au château de Bouvreuil, on tente de la discréditer en remettant en cause sa virginité, signe qu'elle aurait fait commerce avec le diable si elle n'était plus vierge, mais celle-ci est bien confirmée. Ses interrogatoires furent rudes, mais elle ne fut pas soumise à la question, c'est-à-dire à la violence pour la faire avouer. Les motifs pour son procès furent l'accusation d'hérésie et de travestissement, acte condamné par l'Inquisition. Le 21 février 1431, le procès commence. 120 participants, dont beaucoup avoueront plus tard, lors de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, qu'ils étaient là sous la contrainte. Jeanne est accusée d'écouter les voix qui seraient celles du démon, au lieu d'écouter l'autorité ecclésiastique terrestre. L'Université de Paris, autorité centrale du procès et à la solde des Bourguignons, parvint à trouver 70 chefs d'accusation, dont Revelationum et Apparitonum Divinorum Mendoza Confictrice, imaginant mensongèrement des révélations et apparitions divines. Et Jeanne reçoit son jugement. Elle serait schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints.
Condamnée au bûcher, on la manipule pour signer un document d'abjuration de ses propos le 24 mai, mais elle est accusée d'être relapse, c'est-à-dire de retomber dans ses péchés passés et envoyée au bûcher. Si son exécution aura nourri bien des fantasmes, notamment celui de sa survie éventuelle, car on n'aurait jamais vu si c'était bien Jeanne d'Arc qui brûlait, car son visage était couvert d'une mitre, elle est bien morte, contrairement à la légende qui dit que Jeanne est morte le 30 mai 1431 et s'est éteinte 2 heures après. Jeanne est morte intoxiquée sur son bûcher, puis brûlée ensuite 2 fois pour ne rien laisser de son corps. Le bourreau, Geoffroy Terrage, va ensuite disperser les cendres dans la Seine. Mais au-delà de sa mort, Jeanne sera réhabilitée par l'Église catholique en 1455, avec une révision de son procès conduite notamment par le pape Calixte III et par Thomas Bazin, évêque de Lisieux. Les principaux accusateurs de Jeanne d'Arc étant morts, leur procès n'interviendra jamais, mais Jeanne d'Arc est réhabilitée, ainsi que sa famille, le 7 juillet 1456. Mais au-delà de ce retour en grâce divine officialisé par le pouvoir, Jeanne est déjà devenue une légende. Comment le combat d'une femme est devenu un symbole aussi fort dans notre société? Pourquoi Jeanne, plus que d'autres combattantes de toute époque, comme Théroigne de Méricourt, Lucie Aubrac ou Martha Desrumaux? Jeanne d'Arc est d'abord un symbole qui traverse le temps, et qui dans notre époque moderne parle encore aux gens. Si elle a d'abord été ignorée durant la Renaissance, puis moquée par les philosophes des Lumières, c'est au XIXe siècle que sa légende renaîtra de manière flamboyante, avec les travaux de Philippe-Alexandre Lebrun de Charmette, en 1817. De nombreuses villes possèdent leur statue de la Pucelle, des rues Jeanne d'Arc existent par centaines, son nom est donné à plus de 400 écoles, plus que Victor Hugo, Louis Pasteur ou Marie Curie, et on retrouve même des gens qui désirent s'accaparer son héritage symbolique, de multiples messages dont elle serait le symbole. Si des auteurs comme Christine de Pisan ou Jean Chapelain la dépeignent comme une femme forte et héroïque, d'autres comme Shakespeare y voient une sorcière ou un personnage burlesque comme Voltaire. En politique, elle réapparaîtra dans les discours au XIXe siècle et nourrira le clivage gauche-droite. Fille du peuple brûlée par un pouvoir religieux impitoyable et abandonnée par une monarchie ingrate pour la gauche, guerrière sainte et héroïne nationale pour la droite. Durant le conflit franco-germanique de 1870, elle sera un symbole, partagé largement, de Jaurès à l'extrême droite. Mais dans cette bataille politique du symbole, l'extrême droite ressortira vainqueur. D'abord avec le procès en canonisation de Jeanne d'Arc à la fin du XIXe siècle, vu comme une tentative d'accaparement d'une figure populaire et qui provoque un rejet du personnage de Jeanne à gauche. Les Camelots du Roi, groupuscule de l'Action française, composé de militants royalistes, parviennent à imposer les célébrations de Jeanne telles que vues par l'extrême droite allant des nationalistes aux royalistes. Malgré l'institution d'une fête nationale de Jeanne d'Arc, fixée au deuxième dimanche du mois de mai, qui tente de faire une synthèse entre conception laïque et conception nationaliste catholique, les ligues d'extrême droite vont s'emparer encore plus du symbole de Jeanne d'Arc, tentant de prendre le monopole sur son image. En 1936, 3000 volontaires des ligues vont partir soutenir les brigades franquistes en Espagne sous la Bandera Jeanne d'Arc. Sous Pétain, c'est la Jeanne catholique et anglophobe qui sera célébrée, n'hésitant pas lors des bombardements alliés de 1944 à les comparer au supplice de Jeanne d'Arc à Rouen. Aujourd'hui, c'est le Front National qui tente de s'accaparer son image. D'abord avec le père Le Pen qui en faisait la sainte, afin d'attirer les électeurs catholiques et qui a créé les défilés frontistes du 1er mai pour célébrer Jeanne. Puis la fille, qui non seulement lui a donné le nom de son micro-parti, mais insiste elle sur l'image de l'héroïne française face à l'envahisseur, amalgamant Angleterre et Union Européenne au nom de sa politique. Dernièrement, le scandale jeté par certains sur la désignation de Mathilde Hédé Gamassou, 17 ans, comme représentation de Jeanne d'Arc aux fêtes joanniques d'Orléans, décriée car métisse et donc non conforme à l'image de Jeanne d'Arc, montre que l'extrême droite continue à vouloir garder la main sur l'image que l'on doit se faire de Jeanne d'Arc. Mais la pucelle d'Orléans n'est plus, depuis longtemps, un symbole franco-français. Connue à travers le monde, elle a été le sujet de nombreuses analyses de représentations diverses, à travers le monde. Elle est vue dans beaucoup de pays comme une icône progressiste, voire une icône queer, alors qu'en France, l'idée dominante est qu'elle est une figure nationaliste. Mais comme tout symbole, on peut choisir ce que l'on veut montrer. Surtout quand le mythe est aussi vaste et aussi porteur que celui de Jeanne d'Arc. Conclusion du cursus. Jeanne d'Arc, c'est une figure mythologique de l'histoire de France. Derrière l'histoire réelle de cette combattante de la liberté est née une multitude de mythes qui dépassent la personne qu'elle était et en font un des personnages les plus remarquables de l'histoire de France. 600 ans après, elle continue de fasciner, de faire réfléchir, d'attirer et de désirer. Surtout pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Merci à vous en tout cas pour avoir regardé cette première vidéo de Making History.
N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo, mais également en nous suivant sur les réseaux sociaux où on publie tous les jours des anecdotes historiques sur Facebook et sur Twitter. Merci à vous et restez curieux.